aujourd'hui, on va essayer de sensibiliser donc, les professionnels de santé et de l'éducation que vous êtes à prendre conscience de l'importance et aussi des diverses raisons positives qu'il y a à aborder la sexualité avec les patients. Donc cette intervention va se faire en 3 parties. Une première partie avec quelques définitions parce que c'est quand même important de savoir de quoi on parle. Et puis une deuxième partie où on va vraiment se poser la question des raisons pour lesquelles les soignants doivent être proactifs et poser la question de la sexualité à leurs patients. Et puis dans une troisième partie, on va vous donner des outils justement pour pouvoir le faire de façon la plus simple possible et la plus adaptée. Donc tout d'abord, la définition de la santé sexuelle, c'est quand même important de poser un peu le cadre et de voir d'où on part. Donc l'OMS dit que la santé sexuelle, c'est un aspect central de la vie humaine, y compris en cas de maladie. La santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou de dysfonctionnement ou d'infirmité. Donc il faut bien entendre que la santé sexuelle, là, c'est pas seulement les aspects sanitaires. On englobe aussi les aspects relationnels. Elle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles et bien sûr la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires sans coercition, ni discrimination et ni violence. Il faut savoir que ce concept de la santé sexuelle, il a été défini à partir de 1975, mais il est resté en fait quasiment inconnu jusqu'à il y a quelques années finalement, du fait du poids des tabous, entre autres. Depuis 2017, il y a une stratégie nationale de santé sexuelle qui a été mise en place au niveau gouvernemental et interministériel qui définit les grandes orientations nationales en faveur d'une meilleure santé sexuelle de la population, alors à travers plusieurs axes et plusieurs actions. Il y a une première feuille de route qui avait été écrite en 2017 pour les 3 années 2017-2020 dans lesquels les axes principaux, c'était la promotion de l'éducation à la sexualité, donc encourager l'éducation sexuelle dans les écoles, etc. Faciliter l'accès à la contraception et à l'avortement, lutter contre les violences sexuelles, prévenir et lutter contre les infections sexuellement transmissibles et également soutenir la recherche et l'innovation en santé sexuelle, comme par exemple ces congrès. La deuxième feuille de route, elle introduit 3 nouveaux points. Elle dit que 100% des professionnels de santé et médico-sociaux doivent être sensibilisés à la dimension santé sexuelle d'ici 2030. Elle dit également que 100%, donc c'était en décembre 2021 qu'ils ont écrit ça, 100% des élèves doivent bénéficier d'une éducation à la vie affective et sexuelle d'ici 2023. Et cette deuxième feuille de route mettait également les bases de l'organisation d'une semaine de promotion de la santé sexuelle qui doit se dérouler chaque année. Donc cette année, elle se déroulera début juin et organisée par les ARS. Donc du coup, dans la santé sexuelle, c'est pas que le fait du médical. Il y a plusieurs axes dans la santé sexuelle et c'est pas uniquement s'occuper des pathologies. C'est pour ça qu'en fait, il y a que les sexologues, ils ont des formations initiales qui sont complémentaires. Donc il y a des psychologues sexologues, des kinésexologues, des médecins sexologues, des sages-femmes sexologues. Voilà, parce que la santé sexuelle, comme on l'a dit, c'est quelque chose de transversal et de global. Donc les 3 axes qu'on peut définir, c'est en gros l'axe de l'éducation, l'axe de la prévention et l'axe du soin. Donc on entend par éducation tout ce qui est ce qu'on peut entendre de l'éducation à la vie relationnelle, à la vie affective et sexuelle, qu'on peut promouvoir de l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence, qui normalement devrait pouvoir se mettre en place dans chacun des établissements. Mais ça, il y aura une intervention, il me semble, au cours de l'après-midi là-dessus, parce que c'est pas toujours mis en place justement, mais c'est un axe très important. Ensuite, il y a l'axe de la prévention, c'est tout ce qui concerne le dépistage des IST par exemple, toute l'information qu'on peut donner autour de la santé sexuelle et puis toute la promotion aussi des axes qu'on a pu voir dans la définition de la santé sexuelle. Et du coup, le soin qui est l'aspect de l'accompagnement, des prises en charge, des prises en charge thérapeutiques, mais aussi des traitements si besoin. Voilà, donc là, il y a 3 axes où tous les intervenants qu'on est, on peut œuvrer en fait et tourner autour de ces 3 axes-là. Voilà. Et d'ailleurs, je précise que dans la partie dépistage, il n'y a pas que le dépistage des IST, même si souvent on entend dépistage IST, mais il y a aussi le dépistage des dysfonctions sexuelles, puisque les patients, on va voir à travers cette intervention, osent rarement aborder le sujet d'eux-mêmes, et donc c'est les professionnels de santé qui doivent être
qui doivent dépister les troubles. De même, il y a aussi différents degrés de problèmes d'ordre sexuel. Il va y avoir les inquiétudes, c'est le premier niveau, qui correspondent en fait à une appréhension en fait, ou à l'attente craintive de quelque chose et qui va renvoyer aux normes, dont le rôle de la pornographie dans les normes et dans les inquiétudes. Le deuxième niveau, ça va concerner les difficultés, c'est-à-dire les difficultés, c'est les facteurs en fait, qui perturbent l'obtention d'un résultat positif ou qui ont tendance à produire un résultat négatif. Donc ça peut être une panne sexuelle, une douleur pendant un rapport qui ne se passe pas bien. La dysfonction sexuelle, elle est définie par la survenue de difficultés sexuelles qui vont survenir de façon permanente ou récurrente. Et là, on va commencer à les voir dans nos cabinets. Et les troubles, on parle de troubles sexuels quand la dysfonction sexuelle, elle entraîne un état de souffrance, mais même d'ailleurs dans la dysfonction, ça entraîne un état de souffrance. Mais le trouble, c'est quand vraiment la dysfonction s'est tellement cristallisée que ça va entraîner d'autres dysfonctions et donc du coup, ça forme un trouble. Donc un autre exemple qui illustre bien le fait que du coup il y a des approches très complémentaires dans la santé sexuelle, ce sont les piliers de la sexualité. On dit que la vie sexuelle ou intime, elle dépend de 3 facteurs qui sont interactifs, qui interagissent entre eux et l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc il y a le côté biologique, c'est-à-dire tout ce qui va se passer au niveau physiologique comme la réponse sexuelle de l'homme et de la femme et du coup les dysfonctions qui peuvent aller avec. Ensuite, il y a l'aspect psychologique, donc c'est tout l'aspect relationnel, affectif, identitaire, émotionnel qu'il y a dans la sexualité, puisque la sexualité c'est une rencontre aussi, c'est quelque chose qui se passe entre deux personnes ou plusieurs d'ailleurs, mais voilà. Et l'aspect environnemental, c'est-à-dire la sexualité s'exprime dans un contexte culturel, socio-culturel. Et il y a de larges variations en fait suivant les individus, suivant leur culture, suivant leur niveau socio-économique, d'où la nécessité d'une approche globale de la santé sexuelle, mais aussi pédagogique, c'est-à-dire que compte tenu des défaillances auxquelles on assiste quand on est professionnel de santé autour de l'éducation à la sexualité chez certains malades ou chez certains couples ou chez certains ados. C'est très important d'avoir une approche aussi pédagogique, d'où le versant éducation à la vie affective et sexuelle. Et quand on interroge un patient ou un ado sur comment ça se passe dans sa vie relationnelle, affective, sexuelle, il faut toujours partir du ressenti de la personne, parce que c'est elle en fait qui va être capable de nous parler de son bien-être, de sa satisfaction ou pas ou non au niveau sexuel, de ses besoins, de ses envies. Il faut toujours partir de ce que nous amène l'autre, parce que ça évite les projections qu'on peut faire nous de notre propre sexualité. Il y a 2 choses importantes aussi à retenir. Donc c'est à la fois la confiance en soi et en l'autre, évidemment, dans la relation intime qu'on est en train de construire, mais aussi la sécurité qu'on peut avoir dans nos réponses physiologiques, en fait, et ce qui se passe dans notre corps, savoir que son corps fonctionne, en fait. C'est ça qui fait que, du coup, on est sécurisé. Ce sont 2 conditions essentielles pour développer et avoir une vie sexuelle et intime satisfaisante et partagée. Voilà, donc à la fois confiance en soi, en l'autre, et aussi confiance dans ses capacités et dans son corps. Voilà, donc après ces rappels et ces définitions très importantes, on va aborder le point qui vous intéresse. Pourquoi est-ce que les soignants doivent aborder la question de la sexualité? Donc, vous allez voir, on a plusieurs raisons que nous allons décrire ici. Alors, déjà, un premier point, c'est que la fréquence des dysfonctions sexuelles féminines et masculines est élevée dans la population globale. Et en plus, les patients, ils n'osent pas en parler de leurs problèmes. Donc elle est sous-évaluée, sous-diagnostiquée, puisque quand ils viennent parce qu'ils ont mal au dos, mal à la tête ou qu'ils toussent, ils viennent le dire. Quand ils ont une difficulté intime ou sexuelle, les patients n'abordent pas le sujet d'eux-mêmes. Donc la fréquence des principales dysfonctions sexuelles masculines, quand on regarde dans les études internationales, ça va être les dysfonctions érectiles, l'éjaculation prématurée chez les hommes, mais aussi l'absence de plaisir lors des rapports, l'impossibilité à atteindre l'orgasme. Et on voit que ça varie en moyenne, c'est entre 10 et 20% de la population masculine. Et la fréquence des dysfonctions sexuelles féminines,
Et ben pareil, quand on l'évalue dans la population générale, il y a quand même une grande proportion de femmes qui présentent des difficultés à atteindre l'orgasme, des douleurs pendant les rapports, un manque de lubrification ou du manque du plaisir, et donc qui est un indicateur d'une mauvaise santé sexuelle, puisque dans la définition de la santé sexuelle, effectivement, lorsqu'il y a des difficultés de ce genre, ben, du coup, ça va entraîner des troubles. Il y a eu des évolutions sociétales depuis cette première définition de la santé sexuelle de 1974, évidemment. Donc le sexe, à l'heure actuelle, c'est plus quelque chose de tabou dans notre société, c'est-à-dire que, on le voit, il s'expose et il s'infiltre de partout, que ce soit dans la sphère publique, dans la sphère intime, dans les séries, dans les affiches publicitaires, dans les pubs, à la télé, voilà. Et pour autant, on se rend compte que c'est quand même compliqué d'en parler. Voilà, c'est toujours difficile d'en parler même à un professionnel de santé quand on rencontre des difficultés. D'après les études, ce qui ressort, c'est que le patient a souvent un sentiment d'illégitimité à parler de son trouble à son médecin, par exemple, dans le sens où il se dit déjà que le médecin il n'a pas forcément beaucoup de temps, qu'il est déjà soigné, qu'il vient déjà le voir pour tout un tas d'autres choses, et que du coup le médecin, ça va pas être forcément à lui de gérer ses difficultés au niveau intime, parce qu'il n'en aura pas le temps. Et puis en plus, en dehors de tout ça, il y a aussi la honte à rencontrer des difficultés dans sa vie intime qui s'infiltrent là-dessous. Voilà. Alors, on vient de voir que les dysfonctions sexuelles étaient fréquentes et que les patients qui souffraient d'un trouble sexuel n'osaient pas en parler. Et c'est important de savoir également que les pathologies chroniques qui touchent 20% de la population française vont impacter encore plus la vie sexuelle et affective, avec une fréquence des troubles sexuels 2 à 6 fois plus élevée dans cette population, qui est justement une population qui constitue une grande partie des patients qu'on suit et que vous suivez de façon régulière, et avec qui il est également possible de créer un lien de confiance suffisant pour aborder les questions d'ordre intime. Alors, il y a beaucoup de maladies chroniques qui ont un impact sur la dysfonction sexuelle. Les plus courants, ce sont les cancers. Grosso modo, la fréquence et le type de dysfonction sexuelle en cancérologie, il dépend du type de cancer, mais il va y avoir 3 causes de dysfonction sexuelle dans le cancer. Les causes primaires, quand elles sont directement en rapport avec le cancer, quand c'est un cancer en lien direct avec la fonction sexuelle, prostate, utérus, sein. Les causes secondaires qui vont être liées à l'altération de l'état général induit par la maladie, mais également liées au traitement, donc des douleurs suite à la chirurgie, des nausées suite aux chimiothérapies, de la sécheresse suite aux radiothérapies, des perturbations hormonales quand il y a une hormonothérapie. Vous aurez compris que tout ça, c'est pas directement lié à la maladie, mais ça entraîne des difficultés dans la vie intime, relationnelle et sexuelle. Et puis les causes tertiaires, elles sont très importantes en oncologie. Elles vont être liées au choc psychologique et au retentissement psychosocial de la maladie, avec l'altération de l'image corporelle, de l'estime de soi, les angoisses de mort, la peur du regard de l'autre, les perturbations de la vie familiale et sociale, l'isolement. Donc, les nouvelles recommandations de 2019 de l'AFSOS et de 2021 de l'INCa incluent la prise en charge sexologique dans les soins de support en cancérologie de façon obligatoire. Donc nos amis oncologues sont maintenant formés et peuvent faire un DU d'oncosexualité. Il y a d'autres maladies chroniques qui entraînent des difficultés sexuelles. Le diabète, en fait, il y a 34% des hommes diabétiques qui souffrent de dysfonction érectile, mais il faut noter que, donc ça on le sait quand on est médecin généraliste, mais il y a 40 à 55% des hommes diabétiques de type 1 qui présentent aussi une baisse de la libido et des dysfonctions orgasmiques. Chez les femmes diabétiques, on n'en parle pas, mais il y a une baisse de la satisfaction sexuelle globale de 21 à 84%. Voilà. Les AVC, à la phase précoce de l'AVC, évidemment, on ne va pas forcément prendre en charge la dysfonction sexuelle, mais 1 an après un AVC, il y a encore un tiers des patients qui ont une dysfonction sexuelle qui est encore là. Toutes les pathologies de la prostate, l'hypertrophie de la prostate et les troubles urinaires du bas appareil, ça multiplie par 4 les risques de dysfonction sexuelle. L'endométriose, ça multiplie par 7,4 le taux de dyspareunie dans la population féminine qui ne souffre pas d'endométriose. Même les maladies dermatologiques,
on n'y pense pas forcément, mais le psoriasis, par exemple, ça entraîne entre 22 et 71% de dysfonction sexuelle, avec un retentissement aussi sur le conjoint. La sclérose en plaques entraîne bien évidemment, de façon primaire, à cause de la maladie, des dysfonctions sexuelles chez les femmes et chez les hommes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la sclérose en plaques, c'est une pathologie qui touche les hommes et les femmes assez jeunes. Tout comme les pathologies digestives de type maladie cœliaque, maladie inflammatoire chronique de l'intestin et troubles fonctionnels intestinaux. Et puis, il y a d'autres pathologies dont on pense un peu moins, comme l'asthme, par exemple, qui peut entraîner des difficultés sexuelles avec une peur d'avoir un rapport sexuel par peur, en fait, de faire une crise d'asthme. Enfin bref, c'est très très large. Donc, vous l'aurez compris, la plupart des patients qu'on suit pour une pathologie chronique dans notre cabinet, eh ben, en fait, ils sont dans ce tableau. Et puis, c'est pas fini parce que ces patients, on les soigne avec des médicaments. Et puis, il y a beaucoup de médicaments qui ont également un effet secondaire sur la sexualité. Alors, on sait que tous les médicaments peuvent entraîner des effets secondaires, que ces effets secondaires, ils peuvent être cause d'un arrêt de traitement, mais la plupart du temps, quand un patient a un effet secondaire de type mal de ventre, céphalée, etc., la plupart du temps, bien sûr, il va revenir, le patient, il va dire « votre médicament, il me donne des brûlures d'estomac ». Il le dira. Mais quand l'effet secondaire est sexuel, le patient ne viendra pas vous voir pour dire « je n'arrive plus à avoir d'érection ou je n'ai plus de libido ». Des fois, il vous dira « j'ai arrêté le médicament parce qu'il ne me convenait pas », mais souvent, il arrêtera le médicament et il ne dira rien. Voilà. Et ça, c'est assez spécifique, effectivement, des effets secondaires sexuels. Alors, les médicaments impactant le plus la sexualité dans la littérature, ça va être les antidépresseurs ISRS, qui vont augmenter le seuil de déclenchement de l'orgasme. Et donc, du coup, les pauvres patients qui ont un trouble dépressif ou un trouble anxieux généralisé qu'on va soigner par inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ils vont avoir envie, du coup, dès qu'ils vont aller un petit peu mieux, d'avoir des rapports sexuels, mais ils n'arriveront plus à jouir. Et donc, l'absence de jouissance, ça va entraîner ensuite un désintérêt et des angoisses de performance. Il y a les antihypertenseurs, surtout les diurétiques. Longtemps, on pensait que c'était les bêta-bloquants qui donnaient le plus d'effets secondaires sur la sexualité, mais c'est surtout les diurétiques, donc il faut faire attention. Les traitements de l'hypertrophie bénigne de la prostate donc, améliorent la sexualité, mais par exemple les alpha-bloquants, ils vont entraîner des anéjaculations. Donc moi, j'ai reçu un patient l'autre jour qui avait un prostatisme, mais du coup qui avait arrêté les alpha-bloquants parce qu'il éjaculait plus. Donc du coup, on a mis en place d'autres choses. Puis voilà, il y a d'autres choses avec des cas particuliers dont on ne va pas forcément s'étendre ici, mais c'est vraiment juste pour dire qu'il y a énormément de médicaments et il faut quand même les connaître. Voilà. Parce que ce qui compte, c'est surtout de pouvoir éviter l'abandon de traitement à cause des effets secondaires sexuels. On sait que un patient qui est prévenu des effets secondaires d'un traitement aura moins de risques d'arrêter son traitement. Parce qu'au moment où l'effet secondaire surviendra, par exemple, il se rend compte que soit il a beaucoup moins de libido, soit il a de plus en plus de difficultés à avoir une érection ou à maintenir une érection, et en fait il se dira du coup ça vient du traitement, mais le médecin m'en a parlé, le médecin a été proactif, il a laissé la porte ouverte au fait que je puisse justement venir lui en parler au moment où ça arrive. Et actuellement, la plupart des dysfonctions sexuelles, quand même, on peut essayer de les réguler ou de les traiter avec un traitement qu'on peut mettre en plus et qui n'est pas forcément antinomique avec les traitements qui sont prescrits là. Alors que voilà, les médecins ont plutôt tendance à se dire mais si je lui explique tous les effets secondaires qu'il y a, il ne va jamais vouloir prendre le traitement. Mais en fait, non, c'est une fausse croyance. Le patient informé est plus protégé. On sait que les dysfonctions sexuelles peuvent avoir un retentissement négatif sur la santé. Donc, par exemple, on sait déjà depuis plusieurs années que la dysfonction érectile, c'est un symptôme sentinelle d'une maladie cardiovasculaire. D'ailleurs, les cardiologues ont fait des recommandations à ce sujet il y a déjà plusieurs années, en 2005, avec le consensus de Winston. On sait depuis les recommandations de l'AFSOS et de l'INCA que le couple, la bonne santé du couple a un effet protecteur sur le cancer, que ce soit sur le dépistage du cancer, que ce soit sur la prévalence du cancer ou que ce soit sur le meilleur suivi du traitement et la meilleure efficacité du traitement. Et puis les dysfonctions sexuelles, par exemple chez l'homme la dysfonction érectile, l'éjaculation prématurée, mais chez la femme le vaginisme ou les dysfonctions sexuelles primaires peuvent entraîner des troubles de l'humeur, un repli sur soi, une mauvaise estime de soi.
Et il y a une étude qui montrait il y a quelques années que le risque de dépression est augmenté de 192% chez les hommes présentant une dysfonction érectile par rapport aux hommes qui n'ont pas de dysfonction érectile. Et puis il y a aussi un retentissement sur la partenaire d'une dysfonction sexuelle masculine. Donc ça, on avait aussi fait une intervention sur le sujet, et inversement. Donc du coup, il y a vraiment un lien entre une mauvaise santé sexuelle et une mauvaise santé globale. Donc la plupart des soignants, on est d'accord, des professionnels de santé ou des professionnels de l'éducation, considèrent que la sexualité et la santé sexuelle des patients et des usagers est un élément très important à prendre en compte dans le parcours de soins, mais aussi dans la prise en charge globale de la personne. Mais comme on a pu le voir, ils n'osent pas en parler parce que le soignant, il a peur soit d'être intrusif, soit de gêner le patient, ou alors du coup de se retrouver devant des questions devant lesquelles il va être embarrassé et pour lesquelles il n'aura pas de réponse parce qu'il manque de formation. Et de l'autre côté, en fait, le patient, lui, il attend que ça soit le professionnel de santé qui en parle, parce que le patient, il s'imagine que le professionnel, il est formé. En fait, il ne s'agit pas forcément d'être expert, pas du tout. Il ne s'agit pas d'être un spécialiste, mais juste d'avoir quelques petites notions essentielles sur ce que c'est la santé sexuelle pour pouvoir amorcer plus facilement et plus sereinement le sujet avec le patient. Et du coup, les soignants, on se doit d'avoir une posture pédagogique, informative, et en fait, on peut être vraiment un interlocuteur éducatif et préventif dans la question de la santé sexuelle. En fait, oser parler de sexualité quand on est soignant, c'est un vrai bénéfice dans la prise en charge, mais aussi pour le patient, dans le sens où ça permet une prise en charge globale, ça permet, comme on l'a vu, une meilleure compréhension et une meilleure observance du traitement, et ça permet surtout d'informer et de prévenir, parce qu'on sait que plus on est informé sur ce qui se passe dans notre sexualité, plus on est à l'écoute de soi, de son corps, de ses réactions, plus ça va être un facteur de protection contre les violences, et notamment les violences sexuelles. Mais ça, on va, dans la dernière partie sur comment est-ce qu'on va aborder la sexualité avec le patient, justement, pour en parler. Donc c'est très important d'ouvrir cet espace de parole, et ça va créer une relation, ça va améliorer en tout cas la relation de confiance entre le patient et le professionnel de santé. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie, comment aborder la question de la sexualité en consultation. Alors, les études montrent que les médecins... Alors, on se base sur les études qui ont été faites auprès des médecins, parce qu'on considère que, dans l'imaginaire, les médecins vont, notamment les médecins généralistes, les médecins de premier recours, vont être les professionnels les mieux formés et les mieux à même de dépister et d'aborder la question de la sexualité. Eh bien, quand on demande aux patients... il n'y a que 5% des femmes et 8% des hommes qui disent avoir été interrogés sur le sujet de la sexualité par leur médecin, sur de possibles dysfonctions sexuelles au cours des 3 dernières années. Il y a 69% des internes de médecine générale qui se sentent mal à l'aise devant des plaintes sexuelles. Et même dans les pathologies où la survenue d'une dysfonction sexuelle a une valeur sémiologique significative, comme le diabète, les pathologies cardiovasculaires ou celles que je vous ai citées juste avant, les praticiens prennent rarement l'initiative d'en parler. Voilà. Pour autant, la plupart des médecins savent que ces pathologies et ces médicaments ont un retentissement sur la sexualité. Mais malgré ça, effectivement, ils abordent quasiment jamais le sujet d'eux-mêmes. Voilà, et en fait, les arguments qui sont évoqués dans l'étude qu'on avait pu faire aussi en 2017, c'était le manque de temps. Donc voilà, ils ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore et du coup de se retrouver après débordés par les questions des patients. Le manque de connaissances ou le manque d'outils pratiques pour répondre justement correctement aux patients, et surtout la crainte d'être intrusif et de mettre très mal à l'aise le patient, voire que le patient interprète très mal ces questions-là autour de sa vie intime. Donc ça, c'est les principaux freins évoqués par les soignants, plus précisément les médecins généralistes. Donc les besoins, les attentes. Donc d'un côté, il y a des attentes des patients, que le médecin leur parle de leur santé sexuelle, et puis d'un autre côté, il y a des besoins. Donc ce qu'on cherche dans une intervention autour de la sexualité, c'est surtout informer. Donc informer le patient des effets des traitements, informer le patient des répercussions de certaines pathologies sur sa santé sexuelle. On cherche aussi à déconstruire des fausses croyances. Donc ça, c'est ce qu'on fait beaucoup dans l'éducation. Voilà, des fausses croyances autour de, par exemple, mon vagin est fermé, dans les cas de vaginisme, ou alors dans de toute façon la sexualité c'est plus pour moi parce que je suis trop âgée. Donc on cherche un petit peu à déconstruire toutes ces fausses croyances là. On cherche évidemment à dépister, donc ça c'est important, on l'a vu, comme dans les maladies chroniques comme le cancer ou certaines opérations ou autres.
tous les événements en fait, et énormément de traitements impactent la vie relationnelle et affective et sexuelle, donc il faut évidemment dépister. Donc on peut le faire au moment du diagnostic ou un peu plus tard. Et on cherche aussi, quand on fait des interventions et qu'on parle de la sexualité, à prévenir, parce qu'on l'a vu. Donc on cherche à prévenir les violences au sein du couple, les violences sexuelles, les violences conjugales, mais aussi les prises de risques comme les IST, la grossesse, mais aussi les discriminations qui sont liées au genre ou à l'orientation sexuelle. Et du coup, quand on dépiste pas uniquement la survenue d'une difficulté sexuelle, mais également la notion de satisfaction ou d'insatisfaction, puisque la difficulté, c'est pas pareil qu'une dysfonction et c'est pas pareil qu'un trouble. Donc il y a évidemment une certaine posture professionnelle et des outils de communication aussi qui sont adaptés à l'approche en santé sexuelle. Donc ce qui est important, c'est de savoir saisir une opportunité, mais du coup, quand on est professionnel de santé, on a plusieurs opportunités quand même d'amener cette discussion. Donc quand on est médecin, que ce soit lors d'un traitement ou quand on est infirmière aussi au moment de la distribution. Enfin voilà, quand on est dans le cadre du traitement, on a quand même plusieurs opportunités. Surtout quand on travaille avec des patients qui souffrent de pathologies chroniques et qui entraînent un retentissement négatif sur la sexualité. Quand on travaille avec les ados aussi, on a quand même plusieurs opportunités d'en parler, que ça soit quand ils nous racontent leurs relations avec les autres, quand c'est dans le cadre d'une première contraception. On a quand même plusieurs opportunités. Et quand c'est le patient, évidemment, qui fait une allusion, des fois, ça arrive, on peut se saisir de ce moment-là pour développer un petit peu plus et lui poser plus de questions. Le deuxième cas de figure aussi, c'est d'avoir un cadre et de se dire, allez, je pose la question de façon systématique à tous mes patients. Quand ils arrivent au cabinet, sur comment ça se passe, c'est l'étude qu'Arnaud avait faite. Il posait la question de façon systématique au moment de l'interrogatoire et comment ça va la sexualité. Voilà, donc ça peut être aussi une possibilité d'aborder le sujet. Dans les deux cas, bien évidemment, il faut demander l'accord du patient pour entamer une discussion autour de son intimité, c'est très important. Il faut surtout bien expliciter et bien expliquer clairement les raisons de pourquoi est-ce qu'on va poser des questions sur la vie intime et sexuelle. Et puis ça, on va le voir, choisir la question avec laquelle on se sent le plus à l'aise. Mais c'est comme, de notre côté, les psychologues, on est quand même beaucoup plus habitués à devoir dépister la question des violences. On choisit aussi le moment d'en parler, on explique aux patients pourquoi, et puis on essaye de choisir les questions avec lesquelles on se sent le plus à l'aise. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on commence à poser la question de façon systématique, la plupart des patients répondent que tout va bien. Et des fois, les patients répondent que tout va bien alors que ça ne va pas, mais ce n'est pas grave parce qu'au moins, on a posé la question et ils savent qu'ils peuvent venir nous en parler un jour. Exactement. Donc un petit outil assez simple qu'on connaît quand on fait un peu d'évaluation sur les premiers entretiens, c'est la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on peut passer du général à l'intime en posant des questions sur la vie en général dans un premier temps en disant comment ça va aujourd'hui, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, et puis ensuite aller comme ça jusqu'aux questions plus intimes. Après sur la vie relationnelle et affective, on peut demander est-ce que vous êtes en couple avec un homme, une femme, et puis après plus particulièrement et dans votre vie intime, est-ce que vous avez des rapports, est-ce que vos rapports sexuels se passent bien. Donc on peut faire comme ça. On choisit la question avec laquelle on se sent le plus à l'aise. Voilà, ça ressemble aux questions qu'on peut poser aussi, qui ont été faites par la Haute Autorité de Santé sur le dépistage des violences conjugales. Voilà, ils ont tout un panel, vous pouvez le trouver, de questions pour amener justement la patiente du général à l'intime à venir, nous dire si elle a subi ou si elle rencontre des violences ou si elle rencontre des difficultés dans son couple. On peut se servir de ces questions-là aussi pour aborder la question de la sexualité en consultation. Voilà, ce qu'il faut noter aussi, c'est que le plus difficile, c'est d'aborder la question pour la première fois, parce qu'après, quand on prend l'habitude de le faire de façon systématique, c'est un peu comme quand on prend l'habitude de dépister les violences. Après, ça devient naturel et puis ça met plus personne mal à l'aise. Au contraire, ça crée une relation de confiance. Donc, c'est vraiment ça le plus compliqué, c'est de se lancer. Donc après, on a cherché d'autres outils qui pourraient vous aider à vous lancer. Alors, comme il y a beaucoup de patients qui ont du mal à parler de leurs difficultés spontanément, une affiche discrète dans la salle d'attente, ça peut être un bon moyen, effectivement, en marquant si vous rencontrez des difficultés dans votre vie intime et sexuelle, vous pouvez en parler à votre médecin, à votre sage-femme, à votre thérapeute. Donc ça, c'est une affiche que j'ai envoyée là, quand je me suis installé à Sallanches. Je l'ai envoyée à tous les médecins du département et puis les spécialistes aussi. Et vous pouvez la télécharger sur la petite URL que je vous ai mis là. Donc il y en a 3
pour les médecins, les thérapeutes, les sages-femmes, si vous voulez mettre ça dans votre salle d'attente par exemple. Ensuite, on a aussi des outils. Alors ça, c'est des outils que j'avais développés moi. Quand j'ai commencé à pratiquer vraiment de la médecine sexuelle dans mon cabinet de médecine générale, parce que je me rendais compte que comme j'avais des consultations de 15 minutes de médecine générale, j'avais pas beaucoup de temps pour prendre en charge de façon globale, bien expliquée. Donc du coup, j'avais développé des petits outils pour moi. Et puis du coup, avec Catherine, on les a développés, on en a fait des fiches. Donc ça peut être, c'est vraiment des fiches, des schémas, des images, des choses comme ça à montrer au patient pour lui expliquer le fonctionnement physiologique de la sexualité, donc dans l'éducation sexuelle du patient. Et puis c'est très utile quand les patients ne sont pas très à l'aise ou quand soi-même on n'est pas très à l'aise pour aborder la question, d'avoir un support, un média. Il y a aussi toute une partie sur les prises en charge, donc ça peut être aussi utile parce que on peut commencer déjà à faire des petites prises en charge. Et voilà, c'est terminé. Merci.